Bonjour, bienvenue dans IDES, le balado de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, COMRAD, qui explore la place qu'occupent les droits économiques et sociaux dans les droits de la personne au Québec. Ce balado s'inscrit dans une série destinée à souligner le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne. Malgré le tumulte engendré par le projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, qui risque, s'il est adopté, de débalancer la place qu'occupe la Charte québécoise dans notre ordre juridique, il est important de marquer le 50e anniversaire de cette Charte distinctive du Québec en raison de la place qu'elle accorde aux droits économiques et sociaux. Je suis Christine Vézina, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Je suis chercheur principal de COMRAD, la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, qui rallie des co-chercheurs des différentes universités québécoises ainsi que de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Colombie-Britannique, des partenaires institutionnels et de la société civile, et dont l'objectif est de propulser les droits économiques et sociaux au Québec. À la différence de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise contient un chapitre entier dédié aux droits économiques et sociaux, le chapitre 4. C'est un trait distinctif qui lui est propre et qui demeure encore aujourd'hui sous-exploité tant par les tribunaux, judiciaires et administratifs, que par le législateur et les autorités gouvernementales. Plus précisément, dans le balado d'aujourd'hui, nous discuterons des diverses modifications qui ont été apportées à la Charte québécoise par le gouvernement du Québec depuis 2019, dont le but de ces modifications est de restreindre l'ampleur de la protection des droits et libertés de la personne ou à tout le moins de la limiter. Pensons entre autres à l'introduction des nouveaux motifs pour justifier les atteintes aux droits à l'article 9.1 de la Charte québécoise et à l'élargissement donc de cette clause de limitation qui est prévue au même article, qui permet maintenant donc de justifier une atteinte à n'importe quels droits et libertés protégés aux articles 1 à 48, alors que seuls les droits protégés aux articles 1 à 9 étaient visés antérieurement par cette clause de limitation. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui le professeur Pierre Bosset du département des sciences juridiques de l'UQAM. Pierre Bosset est professeur de droit public au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, comme je viens de le dire. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Montréal et il est également titulaire de maîtrise en droit et en relations internationales des universités Essex et Cambridge. Membre du barreau du Québec depuis 1981, Pierre Bosset a œuvré entre 1981 et 1985 dans le milieu communautaire en faveur du respect des normes du travail et d'un meilleur accès à la syndicalisation. En 1985, il est entré à la Commission des droits de la personne du Québec. D'abord conseiller juridique, il a ensuite dirigé pendant 9 ans le service de recherche et de planification de la Commission. Pour la Commission, il fut l'auteur de nombreuses études sur les droits et libertés de la personne, portant notamment sur les formes contemporaines de discrimination, sur l'aménagement juridique de la diversité religieuse à travers les accommodements raisonnables et les diverses conceptions de la laïcité, sur les droits économiques et sociaux comme parents pauvres de la Charte québécoise des droits. Professeur à l'UQAM depuis 2007, Maître Pierre Bosset enseigne les droits et libertés de la personne, le droit constitutionnel et le droit international public. Il a été membre du comité conseil de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables. Durant près de 10 ans, il a été membre du comité sur les droits de la personne du barreau du Québec. Professeur invité à l'Université de Toulouse-Capitole en 2017 et à l'Université de Poitiers en 2023, il a également été chercheur invité à l'Université de Kyoto au Japon. Ses intérêts de recherche actuels portent sur les droits culturels de l'être humain. Bonjour Pierre Bosset, c'est un plaisir de vous recevoir. Bien sûr, ça me fait plaisir d'être ici. Pour commencer, Pierre, pourriez-vous nous dire comment s'est développé votre intérêt pour la Charte des droits et libertés de la personne? C'était dans le cadre de mes études en droit. Je suis entré à la faculté de droit à l'Université de Montréal à la fin des années 70. Et après 2 années sans histoire, au point où j'avais pensé même quitter les études en droit, je me suis impliqué dans un organisme communautaire qui s'appelle encore Au bas de l'échelle, un organisme montréalais qui a pour mission de défendre les normes du travail et de promouvoir l'accès à la syndicalisation pour les travailleurs non syndiqués. Et donc, dans le cadre de mes études en droit, j'ai fait un stage d'1 année Au bas de l'échelle.
Et c'est ça qui m'a ouvert, non seulement à la Charte des droits, mais aux droits économiques et sociaux parce que, j'ai travaillé comme stagiaire donc à monter des dossiers de discrimination devant la Commission des droits de la personne, du Québec. Et j'ai même, participé au début des années 80, je crois, à la préparation du mémoire, présenté par Au bas de l'échelle en commission parlementaire lorsqu'on révisait la charte, québécoise. Ça, c'était en 1981. Et donc, à travers ce stage-là, qui a vraiment été un point tournant dans ma vie, je dirais, j'ai commencé à m'intéresser aux droits et libertés, à la charte québécoise en particulier, et c'est, je dirais, d'un point de vue peut-être plus personnel, c'est ce qui m'a convaincu que finalement, il y avait une place pour moi, dans le droit. Alors après quoi, ben, j'ai été reçu au barreau, j'ai fait ce qu'il fallait pour, être reçu au barreau. J'ai fait mon stage dans un grand cabinet d'avocats où je ne me reconnaissais absolument pas et je suis parti donc, à la fin de tout ça pour faire, des études de supérieures en droit et liberté de la personne en Angleterre et dans ces études-là, j'ai travaillé entre autres sur, les droits économiques et sociaux, le pacte sur les droits économiques, sociaux, culturels, la charte sociale européenne. Au retour, j'ai été engagé à la Commission des droits de la personne et je rends, hommage à la commission qui m'a permis de travailler en tant que chercheur sur les droits économiques et sociaux durant tout le temps où j'ai été là-bas. Et justement, lors de la rédaction du bilan des 25 ans de la Charte, où vous étiez à la Commission des droits de la personne, c'est vous qui avez dirigé, ces travaux. Vous avez produit un texte dans lequel vous expliquiez les limites associées à la protection des droits économiques et sociaux prévus dans la Charte, ce qui vous a amené à les qualifier de parents pauvres, hein, des parents pauvres, en fait, des droits de la personne. Alors, pourriez-vous, expliquer à quoi vous faisiez alors référence, Pierre Bosset? Ben, il s'agit d'un texte qui a une longue histoire en fait. Dans les années 90, au moment du 20e anniversaire de la charte, on m'avait demandé de prononcer une conférence, devant l'Association québécoise de droit comparé. Et donc, c'est ce premier texte sur les parents pauvres qui a donné lieu par la suite, au bilan, préparé par la commission en 2003. Ce que je constatais déjà en 1996, et ça a été repris à son compte par la commission dans son bilan, c'était un certain nombre de choses. D'abord, le fait qu'à l'époque, personne ne s'intéressait dans la communauté des juristes québécois, aux droits économiques et sociaux. Il n'y avait absolument aucun texte qui avait été écrit, au milieu des années 90 là-dessus. Je pense que mon texte a été le premier. Et j'avais constaté aussi, que bien sûr, la formulation des droits économiques et sociaux est très restrictive dans la charte pour 2 raisons. D'abord, la grande majorité, la plupart des droits économiques et sociaux ont une limite interne, hein, c'est toujours dans la mesure prévue par la loi et qui plus est, ben, les droits prévus dans le chapitre, 4 de la charte ne sont pas prépondérants par rapport au reste des lois. Alors, bien sûr, la jurisprudence a, confirmé les limites, du chapitre dans l'arrêt Gosselin, en faisant état parfois, je dois dire, de certains présupposés, voire préjugés sur les causes de la pauvreté. Par exemple, on constatait en lisant le jugement de première instance dans l'arrêt Gosselin que pour le juge, si les gens étaient pauvres, c'est pas parce qu'il y avait des facteurs, systémiques ou sociaux à l'œuvre, c'était tout simplement pour des raisons individuelles comme la paresse ou, le manque d'éducation. Et ce qui était commun, à cette absence de jurisprudence et de doctrine, c'était une différence de nature, qu'on voyait ou qu'on disait voir à l'époque entre les droits économiques et sociaux d'une part et les autres droits. L'idée, c'était que, bien sûr, les droits économiques et sociaux, ce sont des énoncés de principe, certains disaient des vœux pieux et toujours est-il qu'à mon avis, ça expliquait aussi le fait que les droits économiques et sociaux pouvaient être considérés comme des parents pauvres, des droits. Mais attention, mon article, le titre de mon article comportait un point d'interrogation aussi. Il ne faut pas oublier le point d'interrogation parce que mon texte se voulait bien entendu un constat, hein, pour dresser le bilan de la reconnaissance des droits économiques et sociaux dans la charte, mais ça se voulait aussi une réflexion prospective sur comment on pourrait réhabiliter le discours des droits économiques et sociaux dans la charte. Alors, je misais à l'époque, et je mise encore d'ailleurs, sur le droit international des droits et libertés, qui déjà dans les années 90-2000 commençait sérieusement à remettre en question cette prétendue distinction, cette prétendue différence de nature entre les droits économiques et sociaux et les autres droits. On n'était plus là en droit international,
mais on en était encore à cette distinction-là au Québec, au milieu des années, 90 et encore au début des années 2000. Face aux lacunes, de protection judiciaire des droits économiques et sociaux, parce que si on fait un lien avec, ce qui était dit juste avant, ces perceptions que l'on pourrait d'ailleurs, soumettre à la critique à la lumière du droit international, à la lumière du droit comparé. Mais donc, ces lacunes de protection judiciaire que l'on observe là, à travers la protection judiciaire qui est offerte aux droits et libertés prévus dans la Charte, la Commission des droits de la personne, quant à elle, je trouve qu'elle a assumé un rôle important face à ces lacunes en développant l'interprétation des droits économiques et sociaux dans de nombreux rapports, dont ceux qui sont déposés par la Commission en commission parlementaire lors de l'étude des projets de loi. Dans ce cadre, par exemple, la Commission a développé l'idée que la Charte québécoise, via son article 45, protège le droit au logement. Elle a aussi développé l'idée que les droits humains ne doivent pas être, traités en catégories distinctes en raison de leur interdépendance, de leur interrelation et de leur indivisibilité. Tout ça, ça a été développé là, dans des rapports qui ont été soumis en commission parlementaire. Et également, la commission a fait valoir l'idée que la prépondérance des droits prévus à l'article 52 de la Charte québécoise devrait être étendue à tous les droits économiques et sociaux prévus au chapitre 4 de la Charte québécoise. Alors, j'aimerais, Pierre, savoir comment est-ce que, quel est le regard que vous posez sur, ces positions qui ont été développées par la Charte au fil des ans? Quel regard donc vous posez sur ce travail finalement de gardienne de la Charte et des droits économiques et sociaux qui est exercé par la Commission depuis le bilan, des 25 ans de la Charte? Beh, il faut comprendre que, la portée des interventions de la commission en matière de droits économiques et sociaux est très limitée sur le plan judiciaire. Parce que la compétence d'enquête de la commission et à plus forte raison la compétence de saisir le tribunal des droits de la personne se limite à la discrimination ou encore à l'exploitation d'une personne, âgée ou handicapée. Mais la commission n'a pas le pouvoir, n'a pas le mandat de mener enquête sur des allégations de violation des droits économiques et sociaux. Et donc, c'est par d'autres moyens que la commission va faire valoir les droits économiques et sociaux, notamment par le biais des mémoires qu'elle peut présenter en commission parlementaire ou devant d'autres instances lorsqu'il y a des projets de loi ou des projets de politique qui pourraient mettre en cause les droits économiques et sociaux. Ce travail de gardienne que vous évoquez, la commission, en fait, l'a toujours exercé depuis sa création, même si on pouvait, au début, penser que ce pouvoir d'intervention, était limité à cause de la formulation de la charte qui dit: «La commission doit, relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la charte et faire au gouvernement des recommandations appropriées». En pratique, la commission ne se limite pas aux lois ni au gouvernement. La commission va analyser les projets de loi, les règlements, les projets de règlement, voire même les projets de politique. Et ces recommandations, elle va les soumettre, bien sûr au gouvernement quand c'est le gouvernement qui les lui demande, mais très souvent, elle va les faire directement au Parlement. Parce que ce qu'on observait au cours des années, c'est que de plus en plus l'Assemblée nationale ou ses commissions parlementaires sollicitaient de leur propre initiative, une intervention, une contribution de la part de la commission. C'est donc par ce biais-là que la commission fait valoir une interprétation qui est, je dirais, constamment, large et libérale des droits économiques et sociaux. Moi, j'ai quitté la commission en 2007, donc ça fait presque 20 ans. Et ce qui me frappe quand je regarde les interventions subséquentes, c'est d'abord que la commission continue d'être extrêmement cohérente dans toutes ses interventions par rapport à ses interventions historiques, là, les premières interventions. Ce que j'entends par là, c'est que la commission continue de mettre de l'avant l'interdépendance des droits, l'indivisibilité des droits. Elle continue de se référer aussi très systématiquement aux instruments juridiques internationaux, notamment les pactes des Nations unies. Et puisque le personnel de la commission, qui élabore ces positions-là est composé à la fois de juristes et de chercheurs en sciences, sociales, ça donne à toutes les interventions de la commission un caractère interdisciplinaire. Autrement dit, ce n'est pas uniquement une analyse juridique que la commission met de l'avant, mais parfois ça va être une analyse qui fait appel à l'état de la connaissance sur la pauvreté, par exemple, sur les facteurs qui entravent l'accès aux services, sociaux, aux services de santé. Donc
une interdisciplinarité qui, à mon avis, est un des éléments les plus caractéristiques de toutes les interventions de la commission. Ce qui me frappe surtout, évidemment, c'est que la commission n'a pas oublié sa recommandation de 2003, où elle recommandait que les droits économiques et sociaux soient renforcés dans la charte. On aurait pu craindre que 20 ans ou 25 ans plus tard, la commission ait oublié ça, mais non. La commission, même tout récemment encore, continue de rappeler sa recommandation. Et que penser alors, du, projet de loi 7, hein, le projet de loi récent, le loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires qui a été adopté le 1er avril 2026. Quoi penser de l'impact possible de ce projet de loi sur, la commission et justement sur, son rôle de gardienne de la charte, qu'elle assume à travers notamment les positions que vous venez d'évoquer? La loi en question prévoit l'assujettissement des membres du personnel de la commission, à la loi sur la fonction publique. Donc, j'aimerais, Pierre Bosset, vous demander de nous expliquer en quoi et comment cette nouvelle loi pourrait entraîner des effets sur le travail de la commission à titre de gardienne des droits économiques et sociaux. Ben, rappelons-nous du rôle qu'on a voulu fixer à la commission à l'origine. J'aime bien une citation qui origine de la Ligue des droits de l'homme, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, aujourd'hui la Ligue des droits et libertés. En 1974, la Ligue prônait une charte québécoise des droits, mais elle demandait aussi la création d'une commission des droits de la personne et elle définissait cette commission comme devant être une institution de liberté à mi-chemin entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Et c'est un peu cette vision-là qu'on a retrouvée jusqu'à maintenant dans la Charte québécoise. Donc, la commission a des pouvoirs d'enquête, bien entendu, des pouvoirs de représentation judiciaire, mais également, comme on vient de le dire, des fonctions d'analyse des lois. Alors, pour exercer cette mission et être fidèle aux intentions de départ, la commission, c'est important qu'elle soit indépendante par rapport au pouvoir politique. Et c'est pour ça que, par exemple, les membres de la commission, les commissaires, donc ceux qui constituent la commission au sens légal du terme, ils sont au nombre de 13. Ils sont nommés non pas par le ministre de la Justice, mais plutôt par l'Assemblée nationale et ça exige les 2 tiers des députés. Le personnel de la commission, lui, jusqu'à l'adoption du projet de loi 7, il était recruté par la commission elle-même et le personnel ne pouvait être destitué par le gouvernement que sur la recommandation de la commission, ce qui ne s'est jamais produit en passant. L'idée, c'était toujours d'assurer l'indépendance, bien sûr, de l'institution à travers les commissaires, mais aussi du personnel, proprement dit. Alors, pourquoi le projet de loi 7 est problématique? Ben, c'est justement parce que la commission a un rôle de chien de garde par rapport euh, à l'action de l'État. On parle d'un rôle de gardienne, par exemple. Et comme je le disais tout à l'heure, la commission est très souvent, de plus en plus souvent même, appelée à commenter publiquement les projets de loi, soit de sa propre initiative ou encore à la demande des parlementaires. Évidemment, ça exige que la commission puisse critiquer sans entrave l'action ou encore l'inaction gouvernementale, d'où l'importance des dispositions de la Charte qui garantissaient la capacité de critique autonome de la commission. Or, l'intégration du personnel de la commission à la fonction publique va mettre cette indépendance en péril. J'en ai fait partie du personnel pendant 22 ans et j'ai constaté que les positions de la commission, bien sûr, elles sont adoptées par les commissaires en dernière analyse, mais qui les prépare, ces interventions? Qui écrit les mémoires de la commission? C'est le personnel. Et ensuite, les commissaires discutent, approuvent, parfois avec des modifications, les travaux préparés par le personnel. Or, dans le projet de loi 7, c'est justement l'indépendance du personnel dont il est question. Cette loi, donc, prévoit que les membres du personnel de la commission vont être tenus d'être loyaux et de porter allégeance à l'autorité constituée. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce que le personnel de la commission va pouvoir interroger les choix de l'État, par exemple en attirant l'attention des commissaires sur une loi qui ne serait pas conforme à la charte, sur une situation de discrimination qui serait attribuable à l'État, ou encore sur la nécessité d'exercer un recours judiciaire contre l'État. Comment donc ce travail préliminaire de recherche, d'analyse, d'enquête dans certains cas, ou même de plaidoirie, sera-t-il possible si
on pourrait, si on peut prendre des sanctions disciplinaires contre des employés qui oseraient aller trop loin. Hem, une des justifications qui a été apportée pour ce projet de loi 7, quand on regarde les débats parlementaires, c'est que ce serait une bonne chose pour le personnel de la commission qui pourrait donc, avoir accès au bassin d'emploi de la fonction publique. Mais c'est justement là le problème. Par définition, le personnel de la commission ne peut pas avoir le même statut que des fonctionnaires sans dénaturer le sens même de son travail. Donc, c'est légitime, qu'on s'interroge là sur, les effets potentiels, de cette loi. On peut, en toute légitimité, s'interroger sur la capacité là des membres, des membres employés de la commission à développer un regard critique quant, à l'action de l'État et sur cette, dans cette perspective-là des impacts, potentiels, sur, la charte québécoise, j'aimerais qu'on aborde maintenant la question du projet de loi 1, le projet de loi donc de loi constitutionnelle, la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Ce projet de loi 1 donc, a fait grandement parler, il continue d'en faire grandement parler. Encore, hier là dans l'actualité puisqu'on constatait que c'est véritablement l'intention du ministre d'aller, jusqu'au bout et de faire adopter ce projet de loi. Alors, bon, ce projet de loi a fait parler, notamment en raison de l'absence d'un véritable processus constituant qui impliquerait les premiers peuples et qui permettrait véritablement à la population de participer à l'élaboration de cette constitution. On en a parlé, on l'a critiqué également en raison, de ses impacts, sur, les contre-pouvoirs démocratiques, de ses impacts sur les droits de la personne. Alors, dans, le contexte, de ce balado, on est en train de célébrer, le 50e anniversaire de la Charte québécoise, notamment, quand on célèbre, la Charte québécoise, on évoque souvent l'idée que cette charte, c'est le seul document, qui, contient des droits économiques, et sociaux en Amérique du Nord. Donc on a souvent célébré la charte pour ce trait distinctif. Et ici, ben, c'est un peu un paradoxe de constater que ce projet de loi constitutionnelle, met de côté ce trait distinctif qu'on a longtemps célébré en n'intégrant pas les droits économiques et sociaux, dans ce projet de constitution. Donc, le projet de loi, il vient constitutionnaliser les articles 1 à 38 sans inclure les droits économiques et sociaux. Alors, quel serait, selon vous, Pierre Bossel, l'impact de cette scission entre les droits civils et politiques dans une loi constitutionnelle et les droits économiques et sociaux qui seraient maintenus dans l'actuel chapitre 4 de la Charte québécoise? C'est très paradoxal d'avoir, comme ça dissocié les droits économiques et sociaux des autres droits, dans le contexte, où le discours gouvernemental actuel, c'est d'autonomiser la Charte québécoise en lui donnant des règles d'interprétation qui lui sont propres. Et pourtant, un des éléments distinctifs de cette charte, c'est justement les droits économiques et sociaux. Alors, en ne les incluant pas dans les droits qui seraient, constitutionnalisés, l'effet, probable, ce sera évidemment de dévaloriser les droits économiques et sociaux eux-mêmes, qui n'auront pas, qui ne pourront même plus prétendre être des droits de nature constitutionnelle. Alors ça risque, d'accréditer ou de renforcer la croyance à l'effet que les droits économiques et sociaux sont finalement des énoncés de principe ou des vœux pieux. Alors les droits économiques et sociaux risquent d'en souffrir. Mais j'ajouterais aussi, que c'est peut-être aussi les autres droits qui risquent d'en souffrir puisque, normalement, une charte des droits, comme n'importe quelle loi, doit s'interpréter, de façon globale. Donc, quand on interprète, par exemple, la liberté d'expression ou le droit à la vie privée, on doit tenir compte des autres droits qui sont, dans une charte, y compris les droits économiques et sociaux. Mais là, ce qui arriverait, c'est que la Constitution reconnaîtrait certains droits, mais oui, on devrait l'interpréter, cette Constitution, en harmonie avec le Code civil, c'est ce que dit le projet de loi, avec la laïcité et ainsi de suite. Mais on n'aurait plus nécessairement à l'interpréter à la lumière des droits économiques et sociaux. Et donc, on accrédite, une fois de plus, la dichotomie qui est pourtant désuète aujourd'hui, à l'échelle internationale, entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Donc, en somme, on va à l'encontre du principe même de l'interdépendance et de l'indivisibilité des droits. Alors, ce n'est pas un geste innocent. Je ne crois pas que ce soit, par inadvertance qu'on a exclu les droits économiques et sociaux de la Constitution, si jamais elle est adoptée.
Je pense qu'on était conscient de ce que ça impliquait et ce n'est pas une bonne chose. C'est d'autant plus, questionnant quand on observe, la situation actuelle, notamment en matière, de crise de logement, crise de l'itinérance, crise, de l'alimentation, et on voit à quel point, finalement, cette volonté de scinder, les droits économiques et sociaux de la Constitution va à contre-courant, là, des problématiques auxquelles, nous sommes confrontés, au moment où on se parle. Alors jusqu'à maintenant, dans les échanges que nous avons eus, nous nous sommes concentrés principalement sur, la place des droits économiques et sociaux dans la charte. C'est de façon consciente, là, qu'on a abordé, uniquement les droits économiques et sociaux et l'exclusion des droits culturels, puisque le chapitre 4 de la Charte québécoise ne porte que sur les droits économiques et sociaux, bien que, ce chapitre 4 dispose d'une disposition spécifique sur les droits culturels, l'article 43. On va y revenir. Mais donc, voilà, on s'est, jusqu'à maintenant, limité aux catégories qui sont, formellement reconnues dans la Charte québécoise. Mais, nous savons par ailleurs, Pierre Bosset, votre intérêt pour, les droits culturels et donc, c'est l'occasion pour nous d'explorer, la place des droits culturels, celle qu'ils occupent au moment où on se parle et celle qu'ils pourraient peut-être, davantage occuper. Alors, j'aimerais qu'on aborde ce thème. Donc je l'ai dit, le chapitre 4 fait défaut d'inclure dans la catégorie, des droits économiques, sociaux et culturels, si on reprend la catégorie, par exemple, qui est protégée dans les documents internationaux. Donc le chapitre 4, lui, plutôt que de reprendre cette catégorie qui est formellement reconnue en droit international, il, bricole le législateur a un peu bricolé en intégrant le chapitre 4 puisqu'il est venu, protéger uniquement les droits économiques et sociaux à l'exclusion des droits culturels. Donc c'était, un peu, ça pouvait soulever des questions là, aux engagements qui avaient été, souscrits, en vertu du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, est-ce que, le défaut, d'inclure, cette catégorie de droits culturels dans la charte québécoise, est-ce qu'il n'y a pas lieu ici de le critiquer, plus, largement? Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'il y a quand même assez peu de doctrine, et de littérature qui a été produite sur cette question. Alors, bref, Pierre Bosset, j'aimerais vous demander comment est-ce que le chapitre 4 de la Charte québécoise pourrait être enrichi par l'introduction de droits culturels? Je commencerai par dire que le chapitre 4, c'est un peu un fourre-tout, hein. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a des droits qui, supposent une certaine intervention de l'État. Il y a d'autres droits qui non, pas nécessairement. Pensons par exemple au principe de l'égalité des époux dans le mariage. Donc ce droit-là aurait pu se retrouver ailleurs dans la charte. Bref, un fourre-tout. Alors, où sont les droits culturels dans la charte? Il y en a un seul, qu'on trouve dans l'article 43 et c'est vrai que le titre même du chapitre 4 ne fait aucunement mention des droits culturels. Et pourquoi donc, ne parle-t-on pas nommément de ces droits-là? Il y a plusieurs explications qu'on peut, donner. André Morel, qui était un juriste renommé, a expliqué ça, il y a quelques années en disant que quand la charte a été adoptée à l'époque, dans les années 70, le Québec vivait une espèce de psychodrame, collectif autour de la langue. Hein, on se rappellera de la loi 22, la loi 63 et donc pour, éviter que ce débat linguistique nuise à l'adoption de la charte, on aurait préféré ne pas parler de droits culturels dans la charte. Ça a fonctionné parce que la charte a été adoptée, avec un article qui parle de culture, c'est l'article 43, qui à l'origine, reconnaissait aux minorités ethniques le droit d'avoir en commun leur propre vie culturelle. L'expression minorité ethnique a été remplacée récemment par celle de minorité culturelle, qui n'est pas particulièrement claire en passant. Mais ce qu'on constate en lisant l'article 43, c'est que oui, c'est un droit culturel, mais qui en est titulaire? Uniquement les personnes qui appartiennent à des minorités. Un peu comme si les autres citoyens n'avaient pas de culture ou du moins n'avaient pas de droit culturel. Donc, on voit que l'article 43 est très, très limité dans sa portée.
Et c'est ce qui m'amène à dire dans mes travaux actuels qu'il y aurait de la place pour une révision de la charte pour pour faire une plus grande place, au droit culturel et pour ça, je m'inspire, du droit international qui reconnaît de façon beaucoup plus, complète, un ensemble de droits culturels. Bien sûr, le droit international parle du droit des minorités, d'avoir, leur propre vie culturelle en commun, mais, dans le droit international, c'est pas une vision ghettoisante de la culture qui est mise de l'avant. C'est une vision, au contraire, très inclusive parce que le même droit international reconnaît à toute personne, pas seulement aux minorités, le droit d'avoir accès à la culture, le droit de participer à la culture également et j'oserais dire qu'il reconnaît également le droit de toute personne de bénéficier des autres cultures que leur propre culture à eux. Bref, le droit à des interactions culturelles et à mon avis, le droit international est beaucoup plus ouvert à une conception large de la culture et notre charte devrait, à mon avis, s'en inspirer dans l'avenir. On pourrait également reconnaître dans la charte, quelque part, d'autres droits culturels dont je n'ai pas parlé. Là, on peut penser, par exemple, aux droits de propriété intellectuelle pour les artistes, pour les créateurs, aussi, à la liberté, d'une personne de choisir son appartenance culturelle ou même ses appartenances culturelles. Bref, il y a tout un ensemble de droits reconnus en droit international qui sont absents de la Charte québécoise et qui devraient y être. Est-ce que, vous, pensez que ces, droits culturels devraient y être dans le chapitre 4 de la Charte québécoise ou, parce qu'on sait à quel point les droits culturels, en fait, agissent aussi comme, déterminant important de la jouissance des autres droits, et puis on sait aussi qu'ils sont reliés aux autres, droits et libertés à travers cette, ce principe de l'interrelation, de l'interdépendance, de l'indivisibilité des droits. Donc, quelle serait selon vous, la meilleure façon, quelle serait la meilleure façon d'intégrer ces droits dans la charte? Est-ce que ce serait dans le chapitre 4? Je me pose encore la question, à vrai dire, quelle serait la place des droits culturels dans l'architecture globale de notre charte? Je dirais que l'approche la plus simple, c'est simplement d'ajouter, dans le chapitre 4, des droits culturels qui ne sont pas là. Hein, j'ai parlé de propriété intellectuelle, j'ai parlé de liberté de recherche et de création, j'ai parlé de participation à la culture, d'accès à la culture. On pourrait mettre tout ça dans le chapitre 4, mais là, on serait aux prises avec un problème qui existe déjà, à savoir la portée limitée de l'article du chapitre 4 sur le plan, juridique. Et donc peut-être qu'on serait content d'avoir, élargi le catalogue des droits culturels, mais on ne serait pas beaucoup plus avancé nécessairement. Alors, on pourrait penser aussi, comme deuxième scénario, à un chapitre distinct pour les droits culturels. Donc, ce ne serait pas le chapitre 4 sur les droits économiques et sociaux, ce serait autre chose. Mais quoi? Encore là, le même problème se poserait. Quel serait le régime juridique propre à ce nouveau chapitre intitulé Droits culturels? Est-ce que ce serait un chapitre, un régime juridique analogue à celui des droits économiques et sociaux? Donc, finalement, pas doté d'une très grande force juridique, ou est-ce que ce serait le même régime juridique que pour les autres droits et libertés, ou quelque part entre les 2? La question restera ouverte. Troisième scénario que je tends à favoriser, pour le moment en tout cas, bien que ma réflexion ne soit pas achevée là-dessus, c'est de savoir si, c'est si important que ça de chercher à catégoriser les droits culturels. Parce qu'en réalité, on constate, que certains droits culturels sont de nature économique ou sociale. Par exemple, quand on parle d'une obligation pour l'État de financer, les musées, hein. On conçoit que ça ait sa place dans un chapitre, comme le chapitre 4. Mais en revanche, d'autres, droits culturels, on peut penser à la liberté de recherche ou de création ou à la liberté de choisir ses appartenances culturelles, relèvent plutôt, à mon avis, des libertés fondamentales, donc du chapitre 1 de la Charte. Alors l'hypothèse sur laquelle je travaille en ce moment, c'est de voir si on ne pourrait pas, plutôt que de catégoriser les droits culturels en les mettant dans un chapitre, fermé, on ne devrait pas tout simplement les répartir dans les chapitres existants de la Charte selon leur nature. Et quand on réfléchit à cet, possible enrichissement de la charte québécoise, on peut, en tout cas, à tout le moins à la lumière des dernières années et des dernières modifications qui ont été apportées à la charte québécoise, on peut craindre,
que ces questions soient traitées à travers le filtre de la partisanerie. Et on constate toutefois, assez récemment là, dans les débats, on a vu, cette initiative qui a été portée notamment par la voix de Pauline Marois autour de l'objectif, d'itinérance zéro. Donc là, dans ce contexte, il y a plusieurs, personnalités politiques qui se sont mobilisées pour essayer d'interpeller la société, d'interpeller le gouvernement autour d'actions, autour d'une mobilisation qui devrait être faite pour en arriver à un objectif zéro itinérance. Et ce qui est mis de l'avant par ces personnes, donc, c'est ce besoin d'aborder la question à travers une initiative transpartisane. Et puis, récemment, nous avons reçu à ce micro, Jessica Dufresne, du regroupement des cuisines collectives qui nous a, présenté les initiatives qui ont été, développées par, le regroupement au cours de l'année et qui ont, servi à développer une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Et elle évoquait, elle aussi, dans le cadre de cette démarche, l'importance d'ancrer le travail dans une approche non partisane. Et bref, ces idées-là, de vouloir extirper les questions de réalisation des droits économiques et sociaux, des enjeux partisans m'interpellent, particulièrement. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, que ce soit donc à travers ces possibles amendements, qui pourraient être introduits en lien avec les droits culturels, mais plus généralement avec l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels. Ouais. Ben, ce sont des initiatives intéressantes, hein, toutes et chacune. Euh, Ma crainte, cependant, c'est que ce soit des initiatives trop ponctuelles, aléatoires un peu, et que si on parle d'un sommet, par exemple, sur l'itinérance, le spectacle finisse par l'emporter sur le fond. Alors, à mon sens, il faudrait bien sûr ne pas abandonner ces idées-là là, qui valent la peine d'être poursuivies, mais il faudrait aussi privilégier une approche un peu plus globale, plus structurelle. Et à cet égard-là, on a peut-être oublié que depuis déjà plusieurs années, dans la loi contre la pauvreté et l'exclusion sociale, euh, on voulait faire appel à la société civile et au milieu de la recherche dans une perspective justement non partisane. Alors, dans cette loi-là, qui est en vigueur depuis un quart de siècle, on crée d'abord un comité consultatif de lutte contre la pauvreté qui est chargé de conseiller le ministre dans l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. On prévoit aussi la création d'un observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale qui, lui, était censé fournir des informations fiables et objectives en matière de pauvreté. Donc, il devait notamment, l'Observatoire, produire des indicateurs devant servir à mesurer la pauvreté et l'exclusion, les inégalités sociales et économiques, dont les écarts de revenus et les autres déterminants de la pauvreté. Et même ces recherches devaient être rendues publiques. À l'époque, la Commission voyait dans cet observatoire un outil qui aurait pu, dans une perspective justement non partisane, non seulement documenter la pauvreté, mais aussi orienter la notion de contenu essentiel des droits économiques et sociaux, une notion qui était mise de l'avant par la Commission, en lui donnant un sens concret basé sur la connaissance. Mais il est regrettable que ces dispositions de la loi n'aient toujours pas été mises en vigueur et qu'un quart de siècle après l'adoption de la loi sur la pauvreté, la création de l'Observatoire se fasse toujours attendre. Donc, l'idée d'aborder ces questions sous l'angle, transpartisan semble présenter un intérêt sur le plan théorique, mais en fait, on se fait rattraper sans cesse par, les enjeux, politiques. Là, il semble y avoir eu, je dirais, un manque d'enthousiasme politique à mettre Mmh. en œuvre les dispositions de la loi qui prévoyaient une approche non partisane, justement. Mmh. Alors, Pierre Bosset, revenons à notre charte, québécoise, que nous célébrons, à travers ce balado. Donc, sur le plan formel, cette charte est une simple loi ordinaire dans le sens où aucune procédure spéciale n'a été prévue au moment de son adoption pour, la modifier. Et c'est ce qui a permis notamment, d'apporter, toutes les modifications, qui ont été apportées depuis 2019 et qui ont
gruger sur des volets importants là, de la protection des droits prévus dans le texte. Alors, dans l'état actuel des choses, seul le vote à la majorité simple des députés à l'Assemblée nationale est requis, comme pour toute autre loi, pour la modifier, ce qui l'expose, donc, cette charte québécoise, à la partisanerie et la rend vulnérable aux intérêts politiques des partis au pouvoir. Et comme je l'évoquais, c'est ce que nous avons observé là, au cours des dernières années. Alors, selon vous, Pierre Bosset, quelle perspective critique faut-il poser sur cette situation? Alors, toutes ces modifications récentes, ça remonte à 2019, là, vous l'avez dit. Elles sont pour l'essentiel toutes problématiques, ne serait-ce que parce qu'on élargit la liste des motifs qui permettent de limiter un droit un droit ou une liberté. Et en plus, on prévoit maintenant que ces limitations vont s'appliquer à l'ensemble des droits et libertés. Alors, ce sont des reculs à tous égards. Ce que ça démontre, à mon avis, c'est que Jacques-Yvan Morin, qui est un des précurseurs intellectuels de la Charte, soulignait déjà dans les années 60 que si on avait une charte des droits, il fallait la protéger contre des reculs, hein. Une charte quasi constitutionnelle, c'est pas, la loi sur l'impôt, là, ça ne se modifie pas comme ça. Il faut une procédure de modification particulière. Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver, hein. Dans certains pays, par exemple, on va favoriser, on va même obliger à ce qu'il y ait une consultation, générale de la population lorsqu'on veut modifier un texte constitutionnel ou encore une charte des droits. On prévoit dans certains cas qu'on devra consulter la société civile. On prévoit aussi parfois qu'il va falloir non pas un vote de 50 plus un des députés, mais un vote à une majorité qualifiée, les 2/3 ou les 3/4. Bref, il y a tout un ensemble de mesures auxquelles on pourrait penser. Le barreau, la commission, la Ligue ont déjà demandé qu'il y ait une majorité qualifiée de requise pour modifier la charte. Des fois, on parlait des 2/3, parfois on parlait des 3/4. Peu importe, mais bref, l'idée d'une majorité qualifiée me semble être le strict minimum si on veut protéger, la charte contre des reculs. Une majorité qualifiée, évidemment, rend théoriquement plus difficile une amélioration de la charte, hein, ça joue dans les 2 sens. Mais l'histoire nous démontre que lorsqu'on veut, améliorer la charte, généralement, il y a consensus, voire une unanimité. C'est plutôt contre les reculs qu'il faut protéger la charte et non pas contre les progrès. Bien sûr. Alors, d'exiger une majorité qualifiée, ça ne porterait pas atteinte au sacro-saint principe de la souveraineté parlementaire qui, préoccupe beaucoup certains de nos collègues juristes. Ça s'inscrit tout à fait dans la tradition parlementaire, anglo-saxonne qui est la nôtre, hein, Jacques-Yvan Morin le disait déjà dans les années 60. Le Parlement peut très bien décider de se lier pour l'avenir par des considérations de procédure. Ici, on serait devant une exigence procédurale, tout simplement, et ça assurerait une protection minimale de la charte contre des reculs. Il reste d'autres avenues qui ne sont pas encore vraiment explorées et auxquelles on commence à réfléchir dans certains milieux. Par exemple, la nécessité, lorsqu'on veut modifier la charte, de tenir une consultation générale de la population. Donc, non pas des consultations particulières, comme c'est souvent le cas, où on invite tel ou tel groupe qu'on choisit soigneusement, là. Consultation générale, ça veut dire qu'elles sont ouvertes à l'ensemble des citoyens qui peuvent soumettre des mémoires. Donc, certainement, l'exigence d'une consultation générale me semble préférable à la pratique qui semble vouloir se répandre de faire des consultations particulières. Alors, pour terminer, Pierre Bosset, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous sommes confrontés donc à différents reculs qui ont potentiellement un effet restrictif sur la protection des droits et libertés. Vous l'avez évoqué, donc l'article 9.1, l'élargissement de cette clause de limitation des droits qui était antérieurement limité aux articles 1 à 9 de la Charte québécoise et qui maintenant s'applique cette clause de limitation à l'ensemble des droits protégés dans la Charte québécoise, qui fait en sorte que euh, l'ensemble des droits protégés dans la Charte peut maintenant faire l'objet d'une limitation par le gouvernement et qui pourrait être justifiée donc devant les tribunaux judiciaires. Cette clause de limitation, donc sa portée a été élargie, son contenu également a été élargi puisque de nouvelles
de nouveaux paramètres ont été introduits dans l'article 9.1, hein, pour qu'on prenne en considération des éléments nouveaux qui n'avaient pas été intégrés dans la version initiale de la Charte québécoise, donc pour limiter davantage les droits. Donc, bref, face à ces Face à ces modifications qui ont été introduites récemment dans la Charte québécoise et dont on ne connaît pas encore l'ampleur des effets, hein, puisque, par exemple, sur cet élargissement de l'article 9.1, c'est tout récent. On ne sait pas encore exactement quel en sera véritablement l'impact. Quel regard prospectif, pouvons-nous porter sur l'avenir de la Charte québécoise, sur l'avenir des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte québécoise? Nous aimerions vous entendre sur cette perspective prospective, Pierre Bosset. Ben, j'aurais pu ajouter à cette liste d'interventions récentes d'autres pratiques récentes. Par exemple, la multiplication du recours à la clause dérogatoire, hein, qu'on observe depuis quelques années dans un certain nombre de lois importantes. Alors, c'est extrêmement préoccupant, bien entendu. Ajoutons que dans le projet de constitution, toujours à l'étude, ce projet dévaloriserait le statut de la charte en la mettant sur le même pied que d'autres lois censées protéger la nation québécoise, hein, ce sont les termes du projet de loi. Euh, et donc, la charte perdrait un peu son statut de loi prépondérante par rapport aux autres lois. Et une chose qui est passée peut-être un peu inaperçue, c'est que le projet de loi va dénaturer aussi la mission même de la commission, parce qu'elle devrait dorénavant non plus seulement faire valoir les principes de la charte, mais bien s'assurer, je dis bien s'assurer, de l'équilibre entre les droits et libertés de la personne et les droits collectifs de la nation. Bref, on est devant des interventions législatives extrêmement préoccupantes. Alors, quel regard prospectif je jette là-dessus? Moi, je pense qu'il est important de rappeler d'abord que la charte, comme on le disait dès l'origine, c'est l'expression des valeurs de la société québécoise. Pas des valeurs québécoises, des valeurs de la société québécoise. Ça me paraît une distinction importante à faire. C'est comme ça qu'on a présenté la charte en 1974, quand on a présenté le projet de loi. Et donc, dans ces valeurs de société québécoise, il y a l'égalité, la liberté, la justice sociale, la solidarité qui se manifestent dans les droits et libertés garantis. Et donc, ces valeurs de la société québécoise incluent les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits culturels. Il faut rappeler aussi que la Charte s'inscrit dans un mouvement historique international qui doit continuer d'inspirer ceux qui légifèrent et toutes les personnes qui œuvrent ou qui luttent ici pour les droits. On a tendance à oublier ça. Les origines historiques de la Charte, les origines internationales, elles étaient très présentes dès les années 60, quand on a commencé à parler d'une Charte québécoise. On ne raisonnait pas dans l'abstrait ou dans l'inconnu, on raisonnait par rapport à un mouvement qu'on observait sur la scène mondiale à travers l'élaboration des pactes des Nations unies, par exemple. Et pendant les 40 ou 50 ans qui ont suivi l'adoption de la Charte, c'est souvent le droit international qui a inspiré les modifications de la Charte. Avec les modifications récentes dont vous venez de parler, c'est comme si on avait oublié les sources historiques de la Charte et que la Charte est vue dorénavant comme une espèce de façon de promouvoir une certaine conception du Québec qui fait du Québec, on pourrait dire, une sorte de village gaulois là, qui doit se protéger contre des menaces extérieures. Alors, il y a cette tentation d'oublier les origines historiques. Donc, en guise de prospective, je dirais que c'est important de nous remémorer pourquoi existe la Charte québécoise et à quel point elle doit continuer de s'inspirer du droit international. Merci, Pierre Bosset, pour le temps précieux que vous nous avez accordé pour l'enregistrement de ce balado. C'est fort apprécié. Merci beaucoup. Merci à Camille Bettencourt et au service informatique de l'Université Laval pour l'appui au montage. C'était IDES, le balado des idées sur les droits économiques et sociaux de Comrade, la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux. Ce balado est issu de la programmation de recherche de Comrade, financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.